toi, tu as peut-être bien profité de ton jour férié hier, mais en revanche, tu ne chômes pas pendant tes vacances. Tu as profité de jours de congé pour participer à un voyage mémoriel. Pourquoi ? Oui, effectivement, il y a 3 semaines, je suis parti avec un groupe d'enfants et d'adultes sur les traces de la résistance. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que je suis passionné d'histoire et notamment par la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis rendu compte qu'en fonction des endroits où on se trouve en France, l'histoire n'est pas la même. Ici, en Moselle-Est, on parle beaucoup des Malgré nous ou encore de l'Exode au début de la Seconde Guerre mondiale. Et à Lyon et dans le Vercors, c'est l'histoire de la résistance qui est prépondérante. Et du coup, ce qui était intéressant aussi avec ces voyages, c'est qu'on peut rencontrer soit des gens qui ont vécu eux-mêmes ces moments douloureux. L'an passé, j'étais déjà parti avec Saint-Chrétienne et puis d'autres institutions en voyage. On était parti à Oradour-sur-Glane et on avait eu l'opportunité de discuter avec le dernier rescapé vivant du massacre d'Oradour-sur-Glane. Et cette année, donc à Vassieux, la guide qui nous a présenté le musée du village avait ses aïeux qui étaient morts durant l'attaque allemande. Donc du coup, ce sont des témoignages poignants et puis qui prennent aux tripes, quoi. Et puis, comme on a pu le constater lors du voyage, elle a parlé pendant 1 heure du musée et de son histoire familiale et les gens étaient captivés par ce qu'elle disait. Donc c'est des moments riches et privilégiés. Et très fort. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ce voyage mémoriel ? Alors c'est difficile de faire le choix parce qu'il y a eu beaucoup de moments forts. Alors j'en ai quand même noté quelques-uns. Tout d'abord, le premier jour, on a visité la maison d'Isieux et donc la guide nous a montré un petit peu l'endroit où les enfants dormaient. Et ce qui était fort, c'est qu'en fait, il y avait une photo pour chaque enfant qui a donc été arrêté et qui est mort en déportation. Et donc là, on avait des visages souriants d'enfants qui ne demandaient qu'à vivre, qu'à être joyeux, qu'à profiter de la vie. Et malheureusement, ils n'ont pas pu longtemps profiter, quoi. Et sinon, un autre moment qui m'a marqué, c'était à Vassieux, quand on nous a montré le musée, il y avait des illustrations qui montraient l'état du village après l'attaque allemande et puis également il y avait des photos de corps mutilés, ce qui montre à la fois qu'il y avait un non-respect des combattants que les Allemands avaient face à eux à l'époque et puis même une fois que les combattants étaient décédés, ils les démembraient, donc ce qui montre vraiment quelque chose d'ignoble qui était fait à l'époque. Et puis il y a autre chose que j'ai pas à l'image mais qui m'a marqué, donc le voyage était sur 2 jours. Non, pardon, sur 3 jours, donc c'était des moments denses. Et la fin du second jour, même si la journée avait été longue, même s'ils étaient épuisés, les enfants sont descendus dans le salon pour regarder un extrait du procès de Klaus Barbie. Donc c'était un écran tout petit, c'était mon ordinateur portable qui était installé. Et ils sont restés là, silencieux, à regarder l'intégralité de la vidéo. Et même après, ils ont discuté avec les professeurs pour avoir encore davantage d'éléments sur la Seconde Guerre mondiale, sur le procès de Klaus Barbie, sur la déportation, sur la résistance. Donc ce qui montre un réel intérêt de leur part, quoi. Félicitations à eux. Ok, et bien alors tu vas nous en montrer un peu plus sur ce voyage mémoriel à travers des reportages que tu as réalisés et puis une discussion avec 4 participants à ce voyage. Donc je vais te laisser le temps de la pub pour accueillir tes invités. Le dossier de la semaine sur les traces des résistants, c'est dans un instant. Bienvenue dans la seconde partie de notre émission du jour consacrée au voyage mémoriel Chemin de mémoire qui s'est déroulé il y a 3 semaines. 40 jeunes et 20 adultes y ont participé. J'avais la chance de faire partie du voyage. Il y avait des élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-La Salle, Nicole Muller-Becker, vice-présidente de la région Grand Est, Jackie Marx, le président de la communauté israélite de Sarreguemines, la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes, le SDIS, des membres du Souvenir français ainsi que des jeunes et des adultes allemands. Nous avons fait en sorte de réunir sur ce plateau des représentants de chacune de ces entités. Honneur à la plus jeune, Léa Kenzie. Pourquoi tu as décidé de participer à ce voyage ? Alors j'ai décidé de participer à ce voyage déjà pour continuer dans la ligne de ce que j'ai commencé depuis la 6e. Donc j'ai déjà réalisé des autres voyages. Et pour toujours continuer dans l'histoire où il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Et pour histoire de faire revivre l'histoire justement. D'accord. Merci Léa pour ce premier témoignage. On va rester galant, messieurs, et je m'adresse à Eliane Muller. À vous de me dire ce qui vous a motivé à prendre part à ce voyage. Enfin, moi, c'est pour une raison familiale et puis pour ne pas oublier. D'accord. Kersten Baus, vous êtes directeur du VDK de Rhénanie-Palatinat, une association qui entretient, je crois, les sépultures militaires allemandes. Et vous, pourquoi avoir décidé de participer à ce voyage ? J'ai reçu l'invitation et j'ai décidé immédiatement d'accompagner ce voyage parce que la culture du mémoire, c'est complètement différent en Allemagne comparé avec la France. Et ça, c'était très intéressant et j'ai invité aussi 5 élèves allemands
pour nous accompagner avec des résultats très très intéressants. Qu'est-ce qui est différent en France par rapport à l'Allemagne? Je crois que ce sont les cérémonies notamment. Naturellement, les cérémonies qui étaient le cœur de ce voyage, c'est quelque chose presque inconnu dans cette forme en Allemagne. Un voyage mémorial, normalement, se déroulera sans cérémonie patriotique et sans éléments patriotiques. Normalement, c'est très très calme, sans chant, sans couleur et tout ça. Et ça, c'est complètement autrefois en France. Oui, c'est vrai, effectivement, lors de ce voyage mémoriel, il y a eu de nombreuses cérémonies, comme dans les voyages précédents, les années passées, où les jeunes, notamment, portaient les drapeaux. Hein, Léa, tu portais un drapeau. Et puis également chantaient des chants patriotiques et des gerbes étaient déposées en mémoire des personnes victimes de la Seconde Guerre mondiale. Je m'adresse à vous, Hubert Siemenschuh. La question, vous la connaissez, je vais quand même vous la poser. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à participer à ce voyage? Pour commencer, je ne peux pas vraiment dire que j'ai participé au voyage. On l'a plutôt organisé, le voyage, en partenariat avec le Souvenir français. Pour ce qui nous concerne, il faut dire que la relation entre la mémoire et l'histoire est une partie essentielle concernant la concentration. La mémoire, nous avons testé plusieurs fois comment que ça se passait. Nous avons fait des témoignages dans les écoles, à l'Institut Sainte-Chrétienne également, et on a pu constater que, au bout de 2 mois, disons, rien n'avait accroché vraiment. Les jeunes ne se rappelaient pas vraiment de ce témoignage et de ce qui en résultait. Alors nous avons décidé de modifier le système et de faire voir aux jeunes ce que c'était que la déportation, ce que c'était que la résistance. Et là, lorsque les jeunes sont au contact direct avec ce qui s'est passé, ça leur produit un effet psychique et ils retiennent. Ok. Merci. Voilà. Merci à tous pour ces premiers témoignages. Je vous propose de regarder un reportage, le premier reportage sur la Maison d'Isieux. Des visages d'enfants souriants, un portrait pour chaque petite victime de la Maison d'Isieux. Dans cette colonie, depuis le mois de mai 1943, des enfants juifs pensaient avoir trouvé un refuge sûr, loin des barbares nazis qui avaient une idée forte en tête, anéantir tous les membres de cette communauté religieuse. On sait comment s'est achevée la Seconde Guerre mondiale, Hitler a perdu et son terrible but a échoué. L'objectif était de faire disparaître le peuple juif, mais c'est l'inverse qui s'est produit. En effet, la destinée juive a quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple numériquement insignifiant dans le concert des nations n'a cessé, depuis son origine, de jouer un rôle de premier plan dans le monde. Malheureusement, l'antisémitisme existe encore aujourd'hui, en témoignent les nombreux actes contre les juifs comptabilisés en France. On croyait les relents nauséabonds de l'antisémitisme éliminés à tout jamais. Mais l'actualité dément cette folle espérance. C'est à nous de contrer ce que l'on dit si fort la bête immonde. Faisons barrage à l'antisémitisme, au racisme. Faisons au contraire connaissance des autres. Malheureusement pour eux, les 44 derniers enfants d'Isieux et leurs 7 éducateurs figurent parmi les victimes de la barbarie nazie. Ils ont été arrêtés le 6 avril 1944 par la Gestapo qui agissait sur les ordres de Klaus Barbie. Ils ont ensuite été tués dans des camps d'extermination. Il n'y aura qu'une seule rescapée, une éducatrice prénommée Léa. Elle témoignera 43 ans après lors du procès de Klaus Barbie. Comment peut-on tuer des enfants? Comment Barbie a-t-il pu aller aussi loin dans la transgression des lois les plus élémentaires de l'humanité? Isieux porte la mémoire particulière du crime le plus abominable, crime contre l'innocence, celui perpétré contre les enfants. Les participants au voyage mémoriel Chemin de mémoire ont effectué une cérémonie sur le perron de la Maison d'Isieux en hommage à ces petites victimes âgées à l'époque entre 5 et 18 ans. L'occasion également de penser à la cruauté inhumaine des nazis et au dévouement des épouses latins qui avaient créé cette colonie à Isieux pour sauver le maximum d'enfants juifs. Léa, comment tu as vécu cette première étape du voyage? C'était très marquant, surtout parce que c'était des enfants.
On voit, on a des frères et sœurs sûrement, où on pouvait très bien s'imaginer ce qui se passait et surtout se mettre à leur place. Et je pense que c'est ça qui était le plus dur en sachant toutes les horreurs qu'ils ont vécues. Je m'adresse à vous maintenant, Hubert Ziebenschuh. Vous intervenez dans ce reportage et vous dites que c'est le crime le plus abominable, celui qui est perpétré contre les enfants. Alors vous êtes très engagé dans le travail de mémoire. C'est ce type d'assassinat qui vous révolte le plus et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi ? J'ai été déporté quand j'avais 1 an et demi. J'ai passé 27 mois en déportation, dans des camps spéciaux. Et puis, il faut dire que au retour en juin 1945, ma mère est décédée des suites de la tuberculose. Alors, ne pas s'intéresser à ce qui se passe chez les enfants, j'en suis un. D'accord. Je vous propose à présent de regarder un deuxième reportage. Donc, il a été consacré au village dans lequel nous étions hébergés durant ce voyage mémoriel, c'est-à-dire Vassieux-en-Vercors. Le Vercors, terre de résistance. Ce massif montagneux est un superbe terrain de jeu pour les amateurs de nature. L'hiver y est parfois rude et ce décor semble inhospitalier. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, des patriotes venus de différentes régions de France sont venus ici se battre contre l'occupant allemand au milieu des montagnes, forêts et autres falaises. Le musée de la résistance du Vercors rend hommage à leur action qui a contribué à la libération de la France. On y retrouve différents objets d'époque ayant appartenu aux résistants. On voit aussi différentes photos qui permettent aux visiteurs de ressentir l'âpreté de leurs conditions de vie. Il faut avoir un sacré caractère et du courage. On a appris énormément de choses, surtout les explications étaient claires, on a pu manipuler beaucoup d'objets et ça nous a permis de se mettre en condition et de savoir à quel point c'était rude là-bas, surtout le fait de la zone géographique qui était assez compliquée et surtout dans les temps d'hiver à quel point c'était rude et difficile pour eux. L'histoire du maquis du Vercors reste à jamais marquée par la terrible répression infligée par l'armée allemande. Illustration à Vassieux-en-Vercors, où le 21 juillet 1944, des soldats du Reich ont débarqué. Pendant 56 heures, ils ont massacré 1/5 de la population du village, soit 73 habitants, sans aucune distinction et sans aucune pitié, ni pour un bébé de 18 mois, ni pour un vieillard de 91 ans. Au total, le village de Vassieux-en-Vercors sera détruit à plus de 98% durant la Seconde Guerre mondiale. Il faudra 7 ans pour le reconstruire et 10 ans pour remettre les routes en état. Vassieux a été élevé au rang de compagnon de la libération. Seules 4 autres collectivités civiles françaises bénéficient de cette reconnaissance. L'histoire de ce village est faite de gloire et de larmes. Vassieux-en-Vercors sera reconnu victime de crimes de guerre au procès de Nuremberg. À quelques kilomètres du musée se trouve la nécropole de la résistance en Vercors. Elle rend hommage aux 200 civils et aux 640 maquisards tués lors de la vague de répression généralisée menée en 1944 par l'armée allemande, appelée Opération Bettina. Le combat était totalement déséquilibré, le Reich envoyant dans le maquis 12 000 hommes, dont des soldats d'élite. À son apogée, le maquis du Vercors ne comptait dans ses effectifs que 4 000 combattants et combattantes, bien moins préparés que les soldats allemands. Kerstin Baus, j'imagine que pour vous, c'est compliqué de voir que les atrocités qu'ont commis des soldats qui portaient l'uniforme allemand. Oui, c'est toujours très très difficile d'agir avec les nations européennes et de tout le monde dans ces questions. Mais de l'autre côté, c'est notre travail et notre devoir, c'est pas oublier. C'est bien récapituler qu'est-ce qui s'est passé et d'éviter ça pour le futur. Et puis les Allemands n'étaient pas les seuls en cause, aussi les gens qui ont suivi Pétain à l'époque et qui ont contribué à la déportation de nombreux juifs sont aussi coupables de ce qui s'est passé. Je vous propose à présent de regarder un 3e reportage. Donc, il a été tourné à Lyon et on y voit notamment la prison de Montluc. Lyon, capitale de la résistance. Cette phrase a été prononcée par le général de Gaulle au mois de septembre 1944. Il effectuait alors une tournée des villes libérées. En utilisant cette formule, il reconnaissait le rôle majeur joué dans cette ville par les résistants, des hommes et des femmes qui luttaient contre l'occupant au péril de leur vie.
Loin des clichés, une des armes les plus puissantes de la résistance était l'imprimerie et la diffusion de messages d'encouragement. Par un système de catapultes, des tracts étaient envoyés anonymement pour indiquer aux habitants qu'il était possible de se libérer du joug allemand et de ses conséquences négatives pour la population française, notamment pour les membres de la communauté juive ou pour les jeunes assujettis au STO. Des réfractaires au service du travail obligatoire sont venus renforcer les rangs de la résistance. Malheur à eux s'ils étaient capturés par l'ennemi, ils risquaient alors la mort ou la déportation. La Gestapo était là pour mener la traque aux résistants. Deux figures illustrent cette lutte incessante entre les patriotes français et leurs adversaires, Jean Moulin et Klaus Barbie. Ils se sont affrontés dans la capitale des Gaules, au siège de la Gestapo. Le bourreau de Lyon faisait subir des tortures aux héros français qu'il allait chercher pour l'interroger à la prison de Montluc. Des sévices qui furent fatals à l'ancien préfet, désigné par De Gaulle, président du Conseil national de la Résistance. Souvenons-nous de ce résistant. Il n'a pas parlé, il n'a pas trahi, il a résisté. Les participants français et allemands au voyage mémoriel Chemin de mémoire ont eu l'opportunité de visiter l'ancienne prison de Montluc, transformée aujourd'hui en mémorial national. Ils ont constaté l'exiguïté des cellules, elles mesuraient 4 mètres carrés. Jusqu'à 10 détenus étaient entassés dans chacune d'entre elles. Les autorités allemandes ont réquisitionné la prison de Montluc de février 1943 à août 1944 pour y enfermer les personnes en attente de déportation ou d'exécution. Des prisonniers célèbres ont été détenus à Montluc, des enfants d'Isieux, Jean Moulin, mais aussi Marc Bloch et, ironie de l'histoire, Klaus Barbie en 1987, lors de son procès pour crime contre l'humanité après son exil doré en Bolivie. À l'époque où elle était sous autorité allemande, la prison de Montluc a été le théâtre de massacres de prisonniers. Les participants au voyage mémoriel ont pris part à une cérémonie devant le mur des fusillés. Vous représentez ce que la France a de meilleur en elle. Honneur et respect à vous. Je suis français. Je suis sarguminois. Je suis mosellan. Je suis lorrain. Je suis républicain. Je suis européen. Et je suis juif. Et je suis fier d'être les 7 à la fois. Recevez notre plus cordial shalom. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous remercie pour votre écoute. Eliane Muller, j'aimerais avoir votre sentiment sur la résistance et que vous nous parliez un petit peu de votre père. J'étais doublement, émue par ce voyage, étant donné que mon père a été arrêté en tant que maquisard dans le Vercors. Il faisait partie d'un des réseaux de Jean Moulin, il y en avait plusieurs. Et puis il a été arrêté, torturé et envoyé à Dachau ensuite, parce qu'il n'a pas dénoncé. Et je crois que votre père n'aimait pas trop parler de cette histoire-là. Non, il n'aimait pas parler de ça parce que nous, ça nous faisait peur en tant qu'enfants, alors c'était un peu un sujet tabou. Vous avez une image en tête, je crois, qui vous a marqué, c'est ses poignets. Ah oui, les poignets où il avait été attaché pendant 24 heures à 1 mètre du sol, avec les bras en arrière, toute la nuit, mais il a pas cédé à tout ça, malgré les douleurs. Et après, il en a souffert toute sa vie. Les épaules, elles étaient plus ou moins déglinguées, et puis voilà. Le fait de participer à ce voyage, ça vous a permis un petit peu d'imaginer? Ça m'a ému énormément, énormément. Et puis, espérons que cette paix, elle dure en France et en Europe, parce qu'avec les temps qui courent, c'est un peu risqué en ce moment. Effectivement. Ouais. Alors Léa, malgré ton jeune âge, je crois que tu as participé à de nombreux voyages mémoriels. Est-ce que tu peux me dire combien de voyages tu as participé et où est-ce que tu es allée? Je suis allée à Chasseneuil l'année dernière, où on a aussi visité Oradour-sur-Glane. J'ai fait le ravivage de la flamme à Verdun. Et après, il y en avait des autres, des petits aussi auxquels j'ai participé. Et tu as des souvenirs qui t'ont marqué, que tu gardes en tête? Oradour-sur-Glane, c'est le plus marquant, je pense. Ouais. Avec cette année, la prison de Montluc, c'était le plus marquant pour moi. Et pour moi, c'était important que je porte le drapeau en signe de ma reconnaissance et du volontariat que j'éprouve en étant sapeur-pompier. Ouais, parce qu'effectivement, ton engagement citoyen est multiple. Et est-ce que tu as d'autres voyages de prévus? L'année prochaine, j'espère Auschwitz,
avec Monsieur Zibanchou, n'est-ce pas? Et ce sera la concrétisation de tout ça, j'ai envie de dire. D'accord. Ok, ça marche. Bon, j'aurai peut-être également la chance d'y être aussi, d'être avec vous au voyage pour voir un petit peu comment vous ressentez les choses et puis pouvoir montrer à nos téléspectateurs voilà, ce à quoi ressemblait la Seconde Guerre mondiale, les traces qu'on peut voir encore aujourd'hui, des combats qui ont été menés, etc. Et je vous propose maintenant de poursuivre avec la fin de cette émission. Je suis content d'avoir présenté ce dossier en votre compagnie. J'espère que ça a également intéressé nos téléspectateurs. Et bonne journée à tous. Moi, j'aurais un petit point à rajouter. Au nom de la FNDRP et du Souvenir français, nous remercions bien sûr les sponsors qui nous ont permis de faire ce voyage. Chacun se reconnaîtra, voilà, mais il fallait que je remercie les sponsors. Ok, ça marche. Ok. Merci bien. Au revoir, bonne journée.